Bienvenue pour cette exploration des sources partagées. Aujourd'hui, le sujet, comment apprivoiser l'art de la prise de parole. Plus précisément, comment bien se préparer la veille et puis juste avant ce moment important où tous les regards se tournent vers nous. On a regardé ensemble des extraits d'un ouvrage, le titre c'est quelque chose comme Le secret des profs captivants, peut-être, ou L'art de la communication orale en classe, c'est signé Julien Dourve. Et ces textes, ils donnent des pistes très concrètes pour faire de ce fameux trac, non pas un ennemi, mais plutôt un moteur, une énergie. Notre objectif aujourd'hui, extraire les techniques qui semblent vraiment utiles, des stratégies clés pour aborder une présentation, un cours ou même une réunion avec plus de calme et de confiance. Bon, alors, décortiquons ça, les documents insistent beaucoup sur l'importance de la préparation la veille, J-1. Un moment souvent un peu négligé apparemment. Ce n'est pas juste relire ses notes, hein. L'idée, c'est une vraie préparation mentale et corporelle. Pour structurer le stress et le transformer en énergie positive. Ça a l'air d'être la clé pour arriver calme, confiante et avec de l'impact. Alors il y a une méthode en 5 phases qui est proposée, adaptable nous dit-on, à plein de contextes. Enseignement, conférence, même un entretien d'embauche peut-être. La toute première phase, récapituler l'intention et le public. Pourquoi c'est si fondamental de commencer par là? Qu'est-ce que ça change concrètement? Là, c'est la fondation. Vraiment le socle de tout. Clarifier pour qui on va parler. Est-ce que c'est des élèves débutants, des collègues experts, un jury? Et clarifier aussi quel message principal on veut qu'ils retiennent. Ça permet d'ajuster presque instinctivement le ton, les exemples qu'on choisit, les objectifs qu'on se fixe. Ça assure de rester centré sur l'essentiel. Ça évite de se disperser, quoi. Et ce qui est fascinant ici, c'est que cette clarification initiale, elle pose les bases d'un discours qui sera cohérent et engageant. Logique, oui. Ça pose le cadre. Phase 2 alors, rejouer mentalement le déroulé. C'est une sorte de répétition dans sa tête, ça. Exactement. Mais c'est plus qu'une simple pensée vague. C'est une visualisation active. Il s'agit de s'imaginer vraiment chaque étape. L'entrée dans la salle, la posture qu'on va adopter, prendre une respiration profonde, le ton de la première phrase aussi. Mais ça va plus loin, hein. On anticipe les interactions possibles. Une question d'un élève, l'interruption d'un collègue, une digression qu'il faudra recentrer. C'est comme un entraînement discret mais puissant. Ça prépare le cerveau, ça réduit l'appréhension de l'inconnu et ça crée ce que l'auteur appelle une mémoire anticipée du succès. On n'improvise plus totalement en fait. On active un scénario qui a déjà été vécu mentalement. Ah oui, c'est là que ça devient vraiment intéressant. On prépare même les transitions, les silences, les temps forts. D'accord, phase 3, ritualiser les dernières vérifications. Ça semble plus pratique, non? Plus terre à terre? Oui, là on est dans le logistique, le concret. C'est l'étape où on prépare ses supports. Les notes, le plan, les diapos, peut-être des objets. Fait bien dans l'ordre. Tester le matériel technique si c'est possible. L'ordinateur, le micro. Et super important, prévoir des solutions de secours. Une clé USB de plus, une copie papier. Oui, toujours avoir un plan B. Voilà. L'objectif, c'est d'apaiser le mental en supprimant toutes ces incertitudes matérielles qui peuvent générer du stress inutile. Et sur le plan personnel, ça veut dire aussi peut-être échauffer un peu sa voix, quelques exercices de souffle, de diction, choisir une tenue adaptée, confortable et pro, et vérifier sa posture, s'assurer qu'elle est ouverte, qu'elle inspire confiance. Donc, organiser le matériel, ça aide aussi psychologiquement. Moins d'inconnus, c'est moins de stress potentiel le jour J. Absolument. Et cette organisation matérielle, même si elle paraît simple, basique, elle a un effet psychologique qui n'est pas négligeable du tout. Moins d'inconnus égale moins de charge mentale, c'est clair, bien vu. On passe à la phase 4, activer les bons réflexes corporels. Là, on parle d'action physique juste avant l'intervention. Tout à fait. Le corps est un allié incroyable pour gérer le stress. Le texte suggère, par exemple, de pratiquer debout la respiration 5-5-5. 5-5-5. On inspire sur 5 secondes, on bloque l'air poumon plein pendant 5 secondes et on expire doucement sur 5 secondes. Ça calme directement le système nerveux. Autre exemple, relâcher la mâchoire, qui se crispe souvent avec le stress, étirer doucement les épaules, les bras. Il y a même un exemple concret donné. Faire 3 respirations profondes avec un léger balancement sur les appuis. Ça aide à calmer l'agitation intérieure et surtout à s'ancrer dans le présent. Le corps devient vraiment un outil pour trouver le calme. Utiliser le corps pour calmer l'esprit.
C'est intéressant comme approche. Et cet ancrage corporel, concrètement, ça apporte quoi pendant la prise de parole elle-même? Ça change vraiment quelque chose? Ah oui, ça change beaucoup. Quand le corps est plus détendu, plus ancré, eh bien, la pensée est souvent plus claire. Le début de parole, il a tendance à être plus régulier, moins précipité. La voix aussi, elle porte mieux, elle est moins serrée. Et la gestuelle devient plus naturelle, plus fluide, moins agitée ou au contraire moins figée. C'est un cercle vertueux en fait, hein. Le calme physique aide au calme mental et ça renforce la présence, l'impact. D'accord, je vois. Et la dernière étape de cette préparation J-1, la phase 5. Ancrer une dynamique positive. Comment on fait ça? Ça peut sembler un peu abstrait, non? C'est une sorte de touche finale, juste avant d'entrer en scène, disons. L'idée, c'est de déclencher volontairement une impulsion mentale positive. Alors comment? En choisissant une phrase courte, simple, sincère, et qui nous parle vraiment. Quelque chose comme « je suis prête » ou « je vais transmettre quelque chose d'utile » ou encore « mon énergie est communicative ». Une affirmation positive en quelque sorte? Oui, mais l'astuce, c'est de l'associer à un geste. Un petit geste, discret, qu'on peut répéter facilement. Poser une main sur son cœur, tapoter légèrement le sternum, joindre deux doigts, ou juste bien sentir ses pieds ancrés dans le sol. Un mini rituel personnel, quoi. Exactement. Ce geste, associé à la phrase, il agit comme un déclencheur, un ancrage, comme on dit en PNL. Ça aide à se recentrer sur une intention positive, à adopter une posture intérieure de confiance et de bienveillance, envers soi et envers le public. C'est une façon de se parler à soi-même pour se donner les moyens d'être pleinement disponible aux autres. Et l'auteur insiste beaucoup sur l'idée d'adopter ces 5 phases comme un rituel personnel, pour qu'elles deviennent automatiques et créent une vraie zone de confort. Une routine complète donc pour arriver dans les meilleures dispositions. Mais les sources parlent aussi d'une autre technique, plus ciblée peut-être, la visualisation guidée. C'est pour la veille ou le matin même, c'est ça? Oui, c'est présenté comme une alternative ou un complément. Surtout si on sent qu'une dernière répétition du contenu risque de nous faire douter ou de nous saturer l'esprit. C'est une technique très courte, environ 30 secondes, pour un recentrage profond. Et en quoi elle diffère de la phase 2, la répétition mentale dont on a parlé? Elle est plus structurée, plus rapide, et surtout elle mobilise activement les 5 sens. C'est plus sensoriel. L'idée, c'est vraiment de se projeter dans la situation, mais en essayant de ressentir les choses. Revivre par anticipation. L'entrée dans la salle, les sons ambiants peut-être, la sensation du sol sous les pieds, imaginer la réaction du public, une réaction positive bien sûr, sentir sa propre respiration calme, visualiser ses mouvements fluides, entendre sa voix bien placée. C'est une synchronisation corps-esprit très concentrée. Le texte dit que c'est particulièrement utile pour ceux qui doivent jongler avec beaucoup d'éléments. Le contenu, la forme, les imprévus. Typiquement, les enseignants, les conférenciers. Et un point intéressant, on peut aussi visualiser comment on gérerait une petite difficulté. Un bruit soudain, une question un peu déstabilisante, un petit problème technique, ça permettrait d'en réduire l'impact émotionnel si ça arrive pour de vrai. C'est une sorte de vaccination mentale, si on veut. D'accord, ce n'est pas juste répéter, c'est une immersion sensorielle préparatoire. Malin. Et cet exercice de 30 secondes, concrètement, comment il se déroule? Alors c'est très simple, très rapide. On peut le faire assis, les pieds bien au sol, les yeux fermés. Respirer profondément 2 fois, inspiration par le nez, expiration par la bouche, ça calme le système nerveux. Visualiser l'entrée, l'espace, les sons, le sol sous les pieds. Se voir calme, droite, ouverte. Visualiser la première phrase. L'entendre clair, naturel, sentir l'attention bienveillante du public. Ressentir le rythme du discours. Imaginer les pauses justes, la voix qui porte, des gestes fluides et appropriés. Percevoir l'effet sur le public. Sentir l'écoute, la résonance des mots. Avoir cette impression de maîtrise, mais sans contrôle excessif. Juste être présent. Et sixièmement, conclure avec une image positive. Une phrase forte, un léger sourire, une respiration calme. La satisfaction d'avoir transmis quelque chose avec impact et sincérité. Et après l'exercice, le conseil, c'est de rester quelques secondes les yeux fermés. Juste pour prendre conscience du calme, de l'ancrage, de la confiance qui ont pu s'installer.
Bien sûr, l'auteur précise, et c'est important, que ça ne remplace en rien la préparation intellectuelle du contenu, mais ça l'enrichit. Ça ajoute cette préparation mentale et corporelle essentielle pour un alignement optimal. Pensée, émotion, corps, voix. C'est une technique puissante pour se mettre dans un état idéal juste avant. Très intéressant. Maintenant, si on avance encore un peu dans le temps, on arrive aux toutes dernières minutes. Celles où parfois le cœur s'emballe, juste avant d'entrer en scène. Là, les documents proposent une sorte de checklist express. Un outil pour ce moment précis. Oui, exactement. Une sorte de pense-bête mentale, ou même écrit au début si ça aide, pour se recentrer très vite. Passer de cette éventuelle nervosité, de cette excitation, à un état de calme, de confiance et de clarté. C'est vraiment pour les ultimes secondes avant le go. Alors, quels sont les points clés de cette checklist? Elle a l'air assez complète. D'abord, corps et posture, c'est ça? C'est ça. Juste avant, vérifier activement sa posture. Être debout, bien ancré. Les pieds, largeur de bassin, stable. Le dos droit, mais sans être raide. Les genoux souples, légèrement déverrouillés. Les épaules basses, relâchées. La tête haute, le menton un peu rentré, le regard ouvert, comme si un fil invisible nous tirait doucement vers le haut. Cette posture physique, elle n'est pas anodine, hein. Elle envoie un signal de confiance au cerveau. Le corps influence l'esprit. Tout à fait. C'est le principe du feedback facial, mais étendu à tout le corps. Adopter la posture de la confiance aide à ressentir la confiance. Très bien. Ensuite, respiration et voix. On retrouve encore la respiration, c'est central. Ah oui, crucial à ce moment-là. Vérifier qu'on respire bien par le ventre, la respiration abdominale ou diaphragmatique, idéalement par le nez. Et puis refaire consciemment la routine 5-5-5 dont on parlait. Inspirer 5 secondes, bloquer 5 secondes, expirer 5 secondes. Voilà. Peut-être la faire 3 fois. C'est hyper efficace pour ralentir le cœur et calmer le système nerveux en quelques secondes. Et si on peut, un mini échauffement vocal très rapide, bâiller silencieusement, étirer un peu le visage, articuler une ou deux phrases en exagérant, ou même fredonner très doucement, ça prépare l'instrument vocal. Ça évite de démarrer avec la voix qui coince. Ok, on ancre le corps, on calme la respiration, on prépare la voix. Ensuite, la checklist parle d'intention et énergie. Qu'est-ce que ça recouvre, ça? Là, c'est un recentrage mental express. Se rappeler très vite pourquoi on est là. Quel est le message essentiel? Pour qui on parle? Quel est l'objectif? C'est une piqûre de rappel du sens de l'intervention. Se répéter aussi intérieurement sa phrase d'ancrage personnel, celle qu'on a choisie à la phase 5 de la prépa J-1. Je suis prête, etc. Et enfin, activer ce que le texte appelle joliment un sourire intérieur. Le sourire intérieur. Oui, ça ne veut pas dire forcément sourire avec la bouche, mais plutôt cultiver intérieurement une sensation de bienveillance, de chaleur, une énergie positive et douce. Et ça se sent, ça passe à l'auditoire, même inconsciemment. D'accord. La checklist aborde aussi le non-verbal. Qu'est-ce qu'on peut vérifier ou ajuster à la dernière minute sur ce plan-là? Principalement deux choses. D'abord, anticiper positivement. Visualiser ou même esquisser très discrètement un ou deux gestes simples qu'on sait être utiles pour nous. Un geste d'ouverture, un geste pour souligner un point. Et ensuite, prendre conscience de ces possibles gestes parasites, ceux qui trahissent la nervosité. Jouer avec un stylo, se toucher les cheveux, tripoter ses doigts. Juste en prendre conscience et décider activement de les éviter ou de les remplacer par un geste plus intentionnel. Ça redonne un sentiment de contrôle. On peut aussi planifier mentalement son premier déplacement pour qu'il ait l'air assuré et pas une déambulation nerveuse. Reprendre consciemment le contrôle de son langage corporel, même à la dernière seconde. C'est puissant. Et enfin, la checklist mentionne l'environnement et le matériel. Une ultime vérification. Oui, un dernier coup d'œil, mais ultra rapide. Est-ce que les slides sont bien prêtes sur le bon écran? Les feutres fonctionnent. Le micro est allumé, il est à portée de main. C'est vraiment pour éviter la petite panique matérielle de dernière seconde. Balayer aussi calmement la salle du regard. Juste pour prendre possession de l'espace visuellement, se le réapproprier une dernière fois. Et avoir en tête un plan B ultra simple en cas de gros pépins techniques. Genre, ok, si le projolage, je fais quoi? Exactement. Je passe directement à telle partie en utilisant le tableau blanc ou autre chose. Juste avoir cette route secours mental, ça rassure énormément. Donc cette checklist, c'est vraiment un concentré de micro-actions, physiques et mentales, pour réactiver toutes ces ressources juste avant le top départ. L'idée, c'est qu'avec l'habitude, ça devienne un réflexe quasi automatique.
Un réflexe de scène qui renforce la confiance et l'impact. Bon, si on prend un peu de recul sur tout ça, qu'est-ce qu'on retire de ces extraits finalement? On a une vision de la préparation qui est vraiment très complète. Ça va bien au-delà de juste maîtriser son sujet. Tout à fait. L'approche qui est décrite ici, elle est vraiment holistique, globale. Elle intègre le mental, le corps, la gestion de l'énergie et même la logistique. C'est très complet. Les points essentiels qui ressortent, c'est clairement J1, cette préparation J-1 en 5 phases, qui structure l'anticipation et crée des rituels rassurants. Ensuite, la puissance de la visualisation guidée pour aligner le corps et l'esprit, et même pour gérer les imprévus. Et enfin, cette checklist de dernière minute, comme un outil de recentrage express et efficace. Ce qui est fascinant, je trouve, c'est cette synergie. La combinaison d'éléments psychologiques, physiologiques et très pratiques, pour optimiser sa présence et sa communication. On sort de l'idée que tout se joue uniquement dans la tête ou uniquement dans le contenu. C'est une véritable boîte à outils, en fait, pour transformer ce qui peut être une source d'angoisse, le trac, en une occasion de s'exprimer avec assurance et impact. L'importance qui est donnée aux rituels, aux ancrages, qui soient mentaux, avec la phrase de confiance, ou physiques, avec le geste associé, et puis tous ces réflexes corporels, comme la respiration, la posture, c'est très concret, très applicable au quotidien. Et si on élargit un peu la perspective? On peut se dire que la maîtrise de ces techniques, ça dépasse largement le cadre strict des prises de parole formelles, comme une conférence ou un cours magistral. Développer cette conscience de soi, cette capacité à gérer son état interne, à se préparer mentalement et physiquement, ça peut rejaillir positivement sur toutes sortes de communications. Une réunion d'équipe, une négociation, une conversation un peu délicate, un entretien. Oui, ça renforce la confiance en soi de manière plus générale, en fait. Exactement. C'est une compétence transversale, en quelque sorte. C'est vrai, ça peut infuser dans beaucoup d'interactions quotidiennes. Et pour laisser notre auditoire avec une piste de réflexion, une question à explorer peut-être, au-delà de l'efficacité immédiate pour une intervention spécifique, on pourrait se demander comment est-ce que l'intégration régulière de ces micro-préparations, de cette conscience corporelle et mentale dans notre vie, pourrait transformer sur le long terme notre relation à notre propre voix, à notre capacité à partager nos idées dans toutes les sphères de notre vie. Voilà qui conclut notre analyse d'aujourd'hui. Merci de nous avoir écoutés.